Le réveil sonnait à 4h30 du matin. Aurélie Moreau ouvrit les yeux dans la pénombre de son studio à la Castellane, ce quartier du 15e arrondissement que les Marseillais préféraient oublier. Les sirènes de police avaient rythmé sa nuit, comme d'habitude. Elle posa une main sur son ventre arrondi, 6 mois déjà, et sentit un léger coup de pied. Un sourire traversa son visage fatigué. « Bonjour, toi », murmura-t-elle. Elle se leva avec précaution, enfila son jean de grossesse élimé et un pull gris trop large. Dans la minuscule salle de bain, elle s'aspergea le visage d'eau froide et attacha ses cheveux châtains en une queue de cheval serrée. Son reflet dans le miroir fissuré lui renvoya l'image d'une jeune femme, aux traits tirés, aux cernes prononcées, mais aux yeux encore vifs. 28 ans et déjà l'impression d'en avoir 50. Le trajet en bus jusqu'au Vieux-Port prenait 1 heure. Aurélie s'asseyait toujours près de la fenêtre, regardant Marseille s'éveiller lentement. Les premières lueurs de l'aube caressaient les façades ocre et rose, illuminant la basilique Notre-Dame de la Garde, perchée sur sa colline. Elle aimait cette ville malgré sa dureté, malgré ses contrastes violents entre richesse et misère. C'était sa ville. À 6 heures précises, elle badgeait à l'entrée de Delacroix & Associés, un immeuble moderne de verre et d'acier qui dominait le port. Les reflets du soleil levant sur la façade donnaient l'impression que le bâtiment était en feu. Aurélie rejoignait les vestiaires du sous-sol, enfilait sa blouse bleue, marquée du logo de l'entreprise de nettoyage sous-traitante, et récupérait son chariot, produits d'entretien, chiffons, aspirateurs, sacs poubelles. Elle commençait toujours par les étages supérieurs, là où personne ne venait avant 8 heures. Le 8e étage abritait les bureaux de la direction. Celui de Christophe Delacroix occupait tout l'angle sud-ouest, avec une vue panoramique sur la mer Méditerranée et les îles du Frioul. Aurélie avait le droit d'y entrer uniquement entre 6h et 7h30 avant l'arrivée du PDG. Elle poussait la lourde porte en bois précieux et pénétrait dans un univers qui lui semblait appartenir à une autre planète. Le bureau en acajou massif, les fauteuils en cuir italien, le tapis persan, les œuvres d'art contemporain au mur. L'odeur de cigares cubains et de parfums coûteux flottait encore dans l'air. Sur une console, des photos encadrées montraient Christophe Delacroix en compagnie de politiciens, d'acteurs, de chefs d'entreprise. Un homme au sourire éclatant, aux cheveux grisonnants, parfaitement coiffé, au costume taillé sur mesure. Aurélie vidait les corbeilles, passait l'aspirateur sur l'épais tapis, nettoyait les vitres jusqu'à ce qu'elles soient invisibles. Elle travaillait vite et bien. C'était une question de fierté. Même si personne ne la voyait, même si personne ne la remerciait, elle faisait son travail avec conscience. Sa mère, Madeleine, ancienne infirmière à l'hôpital de la Conception, lui avait toujours dit « Peu importe le travail, fais-le dignement. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un et n'importe qui. » Vers 7 heures, les premiers employés arrivaient. Aurélie descendait alors aux étages inférieurs. Dans les open space, elle évoluait comme un fantôme entre les bureaux. Les cadres qui arrivaient tôt la saluaient rarement. Certains détournaient le regard, gênés par son ventre proéminent et son uniforme bon marché. D'autres faisaient comme si elle n'existait pas, continuant leur conversation téléphonique sans baisser la voix. Seule Marlène Dubois, une assistante de direction d'une 50aine d'années, aux cheveux auburn, lui adressait systématiquement un bonjour chaleureux. « Ça va Aurélie ? Pas trop fatiguée ?» demandait-elle ce matin-là en posant une main compatissante sur son épaule. « Ça va, merci Marlène. Tu devrais ralentir un peu, tu sais. Tu es enceinte, bon sang. Les factures, elles, ne ralentissent pas, » répondait Aurélie avec un sourire las. Marlène secouait la tête, l'air inquiet. Elle connaissait la situation d'Aurélie. Le père qui s'était volatilisé en apprenant la grossesse, l'absence de famille proche à Marseille, hormis sa mère avec qui les relations étaient tendues, le salaire de misère. Elle avait plusieurs fois proposé de l'aider, mais Aurélie refusait toujours poliment. La charité lui brûlait la peau. À 9 heures, Christophe Delacroix faisait son entrée. Aurélie l'apercevait parfois traverser le hall, entouré d'une cour de collaborateurs empressés. Grand,
La cinquantaine athlétique, il dégageait une autorité naturelle. Sa voix portait assurée, légèrement teintée d'un accent provençal qu'il ne cherchait pas à masquer. On racontait qu'il était parti de rien, qu'il avait construit son empire à la force du poignet dans les années 90. Import-export de produits méditerranéens d'abord, puis diversification dans l'immobilier et la finance. 120 employés, un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros annuels. Aurélie ne l'avait jamais approché. Leur monde ne se croisait pas, mais elle observait. Elle voyait comment il menait son entreprise, d'une main de fer. Les réunions houleuses où sa voix tonnante traversait les portes fermées, les employés qui sortaient de son bureau le visage défait, les licenciements brutaux. L'année précédente, une comptable avait été renvoyée du jour au lendemain pour une erreur de facturation. Pas de préavis, pas de compassion. Dans les affaires, la faiblesse est une maladie mortelle, aimait-il répéter selon les échos qu'Aurélie glanait. Fin mars 2014. Un vendredi soir, Delacroix & Associés organisait une réception dans les locaux pour célébrer la signature d'un contrat majeur avec un groupe hôtelier espagnol. Le 8e étage était transformé en salon de réception. Champagne, petit four préparé par un traiteur réputé, musique jazzy diffusée en sourdine. Aurélie et 2 autres employés de la société de nettoyage avaient été réquisitionnés pour assurer le service. On leur avait fourni des chemisiers blancs et des pantalons noirs propres, mais l'inconfort était palpable. Ils n'étaient pas serveurs. Aurélie circulait entre les invités en smoking et robe de soirée, proposant des coupes de champagne qu'elle ne pouvait évidemment pas boire. Son ventre de 6 mois se heurtait parfois aux coudes des convives. Personne ne s'excusait. Elle n'était qu'un élément du décor, interchangeable. Vers 22 heures, elle entendit des éclats de rire provenant du bureau de Delacroix. La porte était entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, elle aperçut Christophe Delacroix entouré d'une dizaine de personnes, dont son épouse Isabelle, une femme élégante d'une 40aine d'années, blonde platine, vêtue d'une robe noire Chanel. À son poignet brillait un bracelet en or serti de diamants qui captait toute la lumière de la pièce. « Christophe, ce contrat avec Madrid, c'est ton coup de génie !» s'exclamait un homme bedonnant, vers levé. « Les génies ne transpirent pas, ils créent des opportunités !» répondait Delacroix avec un sourire carnassier. Les rires fusaient. Aurélie détournait le regard et continuait son service. La soirée se terminait vers minuit. Aurélie et ses collègues entreprenaient le nettoyage. Verres brisés, nourriture renversée, cendres de cigares sur les tapis. Le chaos de la richesse. Elle travaillait méthodiquement, vidant les cendriers, empilant les assiettes sales, essuyant les surfaces poisseuses. Vers 1h du matin, elle entrait dans le bureau de Delacroix pour vider les dernières corbeilles. L'odeur de parfum féminin et de tabac était forte. Elle remarquait que le bracelet d'Isabelle Delacroix était posé négligemment sur un coin du bureau, près d'un verre vide. Un instant, elle hésitait. Devait-elle le mettre en sécurité quelque part? Prévenir quelqu'un? Finalement, elle décidait de le laisser là. Ce n'était pas son problème. Ces gens avaient suffisamment d'argent pour ne pas s'inquiéter d'un bijou égaré. Elle terminait le nettoyage vers 2h du matin. Son dos la faisait souffrir. Ses pieds étaient gonflés. Le bébé donnait des coups comme pour protester contre cette nuit trop longue. Dans le bus de nuit qui la ramenait à la Castellane, elle s'endormait contre la vitre froide, bercée par les chaos de la route. Lundi matin 31 mars 2014, Aurélie arrivait au travail avec 15 minutes de retard. Le bus avait eu un problème mécanique. Elle s'excusait auprès de sa responsable, Fatima, une Algérienne sévère mais juste qui gérait l'équipe de nettoyage. « C'est pas grave, mais dépêche-toi, il y a un truc bizarre ce matin, Delacroix te demande. » Le cœur d'Aurélie ratait un battement. « Moi? Pourquoi? J'en sais rien. Va au 8e. » Aurélie montait les escaliers, préférant éviter l'ascenseur où elle risquait de croiser des cadres. Chaque marche lui semblait plus haute que la précédente. Ses mains tremblaient légèrement. Pourquoi le PDG voulait-il la voir? Avait-elle commis une erreur, oublié de nettoyer quelque chose?
L'assistante de Delacroix, une jeune femme impeccable au chignon serré, lui faisait signe d'attendre dans le couloir. 10 minutes passaient, 15, 20. Aurélie restait debout, n'osant pas s'asseoir sur les fauteuils en cuir du salon d'attente, qui semblait interdit aux gens comme elle. Enfin, la porte du bureau s'ouvrait. Christophe Delacroix apparaissait, le visage fermé. Il la toisait de haut en bas, son regard s'attardant sur son ventre. « Entrez !» ordonnait-il sèchement. Aurélie pénétrait dans le bureau. 3 autres personnes étaient présentes. Le directeur des ressources humaines, un homme chauve au regard fuyant, un homme en costume gris qu'elle ne connaissait pas, et Isabelle Delacroix, l'épouse, assise dans un fauteuil, les bras croisés. Sur le bureau trônait le bracelet en or et diamant. L'objet semblait pulser, comme un cœur malade. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» demandait Delacroix, debout derrière son bureau, les mains posées à plat sur l'acajou. « Non, monsieur, » répondait Aurélie d'une voix blanche. « Ce bracelet appartenait à mon épouse. Il a disparu vendredi soir pendant la réception. Nous l'avons retrouvé ce matin. » Un silence pesant emplissait la pièce. « Tant mieux !» parvenait à articuler Aurélie. « Nous avons visionné les enregistrements des caméras de surveillance. » continuait Delacroix, sa voix se durcissant. « Vous êtes la seule personne à être entrée dans mon bureau après la fin de la soirée. La seule. » Le sang d'Aurélie se glaçait. « J'ai nettoyé le bureau. Oui, c'est mon travail. Mais je n'ai rien pris. Le bracelet était sur votre bureau quand je suis parti. Je l'ai vu. Vous l'avez vu et vous l'avez laissé, » intervenait Isabelle Delacroix, la voix cinglante. « Vous auriez dû le mettre en sécurité, à moins que vous ne l'ayez pris d'abord, puis réalisé que les caméras vous avaient filmé. »« Non, je n'ai rien volé !» L'homme en costume gris prenait la parole pour la première fois. « Madame Moreau, je suis maître Ferrand, avocat de monsieur et madame Delacroix. Nous avons des preuves circonstancielles solides. Vous étiez présente, vous aviez l'opportunité et franchement. » Il jetait un regard appuyé sur son ventre. « Vous avez le mobile. Une femme enceinte, seule, dans une situation financière difficile. » La rage montait en Aurélie, brûlante et pure. « Je n'ai rien volé, jamais. Vous n'avez aucune preuve parce qu'il n'y en a pas. Le bracelet a été retrouvé ce matin dans le placard de fourniture du 7e étage, annonçait froidement le DRH. Un placard auquel seules les personnes du nettoyage ont accès. N'importe qui aurait pu le mettre là, mais c'est vous que les caméras montrent. » Delacroix contournait son bureau, s'approchant d'elle. Il était grand, imposant. « Écoutez, je pourrais porter plainte, vous faire envoyer en prison. Mais je ne suis pas un monstre, j'ai pitié de votre situation. Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez démissionner immédiatement pour faute grave. Pas d'indemnité, pas de recommandation. Vous partez et on n'en parle plus. Je ne démissionnerai pas. Je n'ai rien fait. » Le visage de Delacroix se durcissait encore. « Alors vous êtes licencié, faute grave, vol. Et je vais m'assurer personnellement que vous ne retrouviez plus jamais de travail dans cette ville. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire ce que je veux. C'est mon entreprise, ma réputation, ma famille. » Il se tournait vers le DRH. « Préparez les papiers. Je veux qu'elle soit partie dans l'heure. » Aurélie sentait ses jambes se dérober. Elle agrippait le dossier d'une chaise pour ne pas tomber. « Vous faites une erreur, » murmurait-elle, la voix étranglée par les larmes. « Je suis innocente. Les innocents ne sont jamais dans votre position, » lançait Isabelle Delacroix avec mépris. 30 minutes plus tard, Aurélie se retrouvait dans le hall, un carton contenant ses maigres affaires personnelles dans les bras. Fatima, sa responsable, l'avait raccompagnée, le visage fermé, évitant son regard. Dans l'open space du 6e étage, tous les employés s'étaient arrêtés de travailler pour observer la scène. Le silence était assourdissant. Marlène Dubois s'était approchée, le visage bouleversé. « Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que j'ai volé un bracelet. C'est impossible, tu n'es pas comme ça. » « Ça ne change rien. » Marlène avait voulu la retenir, lui dire quelque chose,
Mais Christophe Delacroix était apparu en haut de l'escalier, observant la scène. Son regard croisait celui de Marlène, qui baissait les yeux. Personne ne prendrait la défense d'Aurélie, personne ne risquerait son emploi pour une femme de ménage accusée de vol. Aurélie traversait le hall, la tête haute malgré les larmes qui brouillaient sa vue. Elle poussait la porte vitrée et se retrouvait sur le quai du Vieux-Port. Le soleil de mars brillait, indifférent. Les touristes déambulaient, les pêcheurs vendaient leurs poissons, la vie continuait. Elle s'asseyait sur un banc face à la mer. Son téléphone vibrait. Un message de sa mère. « J'ai appris, viens à Aix ». Les nouvelles allaient vite, trop vite. Aurélie regardait les bateaux danser sur l'eau. Son bébé bougeait dans son ventre, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule, qu'elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas maintenant, pas encore. Elle repensait au regard méprisant d'Isabelle Delacroix, à l'arrogance de Christophe, à l'humiliation publique. Quelque chose se brisait en elle, mais quelque chose d'autre, de plus dur, de plus résistant, commençait à se forger. « Je te le jure », murmurait-elle en posant une main sur son ventre. « Je te jure que je vais nous sortir de là. Je vais leur prouver qu'ils se trompent. » Le vent de la Méditerranée séchait ses larmes. Le soleil réchauffait son visage. Et pour la première fois depuis des heures, Aurélie Moreau respirait profondément, sentant naître en elle une détermination qu'elle ne se connaissait pas. L'appartement de Madeleine Moreau sentait la lavande et le ressentiment. Situé dans le quartier des Facultés, c'était un 2 pièces modeste, mais impeccablement tenu, aux murs couverts de photos jaunies et de souvenirs d'une vie de labeur. Madeleine avait 63 ans, le dos voûté par 40 années passées comme infirmière à l'hôpital de la Conception. Elle avait accueilli sa fille avec un mélange de compassion et de reproches silencieux. « Tu aurais dû faire attention », avait-elle dit le premier soir, en préparant une soupe de légumes. « Avec les hommes, avec ton travail, avec tout. » Aurélie n'avait pas répondu. Elle était trop épuisée pour se battre. Son ventre de 7 mois maintenant pesait lourd, physiquement et symboliquement. Elle dormait sur le canapé du salon, se réveillant chaque nuit en sueur, hantée par le regard glacial de Delacroix. Les jours suivants, elle avait cherché du travail. Partout, supermarchés, restaurants, boutiques, agences de nettoyage. Mais son ventre la trahissait. Et quand elle parvenait à décrocher un entretien, la mention « licenciée pour faute grave » sur son dossier détruisait toute chance. Les portes se fermaient une à une, poliment mais fermement. « On vous recontactera », disait-il sans la regarder dans les yeux. Le 15 mai 2014, à 3 heures du matin, Aurélie sentait les premières contractions. Madeleine l'avait conduite d'urgence à la maternité de l'hôpital d'Aix. 12 heures plus tard, Léa Moreau poussait son premier cri. 3 kilos 200 grammes de fureur et de vie. Quand l'infirmière avait déposé le bébé sur sa poitrine, Aurélie avait pleuré. Non de joie, mais de terreur pure. Comment allait-elle nourrir cet enfant ? Comment allait-elle survivre ? Les 3 premiers mois furent un brouillard de nuits sans sommeil, de biberons, de couches, de factures impayées. Madeleine assurait une partie des dépenses, mais sa retraite était maigre. Les tensions entre mère et fille s'intensifiaient. « Tu ne peux pas rester ici éternellement », lâchait Madeleine un matin de juillet en pliant du linge. « Il faut que tu te prennes en main. »« Tu crois que j'essaie pas ?» explosait Aurélie. « Tu crois que c'est facile avec un bébé et une réputation détruite ? On a tous des excuses. Moi, quand ton père nous a abandonnés, j'ai pas attendu qu'on me donne la solution. Je l'ai trouvée. » Le reproche était clair. Aurélie serrait les dents, ravelait sa colère. Elle savait que sa mère avait raison, d'une certaine façon, mais la douleur était trop vive pour l'accepter. Septembre 2014. Un miracle arrivait sous la forme de Madame Blanchard, une vieille dame de 80 ans habitant le cours Mirabeau. Elle cherchait quelqu'un pour faire le ménage 2 fois par semaine et garder occasionnellement son chat. Elle ne posait pas de questions sur le passé d'Aurélie. Elle payait cash 15 € de l'heure. Ce n'était pas suffisant pour vivre, mais c'était un début. Aurélie acceptait. Elle amenait Léa avec elle, installant le bébé dans son cosy pendant qu'elle nettoyait. Madame Blanchard
veuve d'un professeur de littérature, passait des heures à lui parler de livres, de philosophie, de résilience. « Vous savez ce que disait Camus ?» demandait-elle un jour en sirotant son thé. « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Vous avez cet été en vous, ma petite. Je le vois. » Aurélie ne le croyait pas, mais les mots s'accrochaient de quelque part dans son esprit. Elle enchaînait les petits boulots. Garde d'enfants au noir le soir, ménage chez des particuliers le week-end, distribution de prospectus le mercredi. Elle dormait 4 heures par nuit. Léa grandissait, souriait, commençait à gazouiller. Chaque sourire de sa fille était une raison de tenir. Janvier 2015. À 29 ans, Aurélie prenait une décision qui changerait tout. Elle s'inscrivait à des cours en ligne de gestion d'entreprise et de comptabilité financés par Pôle emploi. Chaque nuit, après avoir couché Léa, elle étudiait jusqu'à 2 heures du matin. Les chiffres, les stratégies commerciales, le droit des sociétés. Elle dévorait tout avec une faim de revanche. « Pourquoi tu fais ça ?» demandait Madeleine dubitative. « Tu vas pas devenir chef d'entreprise avec des cours sur Internet ?»« Pourquoi pas ?»« Parce que les gens comme nous, on travaille pour les autres, on survit, c'est tout. Peut-être que je suis pas comme nous. » Le ton était froid, déterminé. Madeleine ne disait plus rien, mais son regard exprimait un mélange d'admiration et d'inquiétude. Juin 2015, Aurélie obtenait son certificat de gestion avec mention. Elle élaborait alors un plan fou, créer sa propre entreprise de nettoyage, pas n'importe quelle entreprise. Une société qui traiterait ses employés avec dignité, qui offrirait des formations, des contrats stables, une vraie reconnaissance. Elle établissait un business plan méticuleux. Elle démarchait des banques pour un prêt. Toutes refusaient. Trop risqué, pas d'apport personnel, pas d'expérience entrepreneuriale. Finalement, sa mère acceptait de lui prêter 10 000 €, ses économies de toute une vie. « Si tu perds cet argent, je te parle plus jamais », avait-elle dit en signant le chèque. « Je le perdrai pas. » En août 2015, Éclat Provençal voyait le jour. Un nom choisi avec soin, évoquant la lumière du Sud, la propreté, la fierté locale. Aurélie louait un minuscule bureau à Marseille, dans le quartier de la Joliette. Elle achetait du matériel d'occasion, créait un site web basique, imprimait des flyers qu'elle distribuait elle-même. Ses premiers clients étaient de petits commerces, une boulangerie, un cabinet médical, un salon de coiffure. Elle travaillait seule au début, nettoyant elle-même tous les locaux. Léa attachée sur son dos dans un porte-bébé. Les gens la regardèrent bizarrement, mais elle s'en fichait. Elle construisait quelque chose. Décembre 2015. Le premier tournant arrivait quand elle décrochait un contrat avec une PME de 20 employés, une start-up technologique installée à Euroméditerranée. Le directeur, un jeune homme de 35 ans nommé Luca Ferreira, avait été séduit par son professionnalisme et ses tarifs compétitifs. « Vous êtes différente des autres », lui avait-il dit lors de leur première rencontre. « On sent que vous avez quelque chose à prouver. J'aime ça. » Aurélie embaucha ses 2 premières employées, Samira, une Marocaine de 45 ans, mère de 4 enfants, et Fatou, une Sénégalaise de 28 ans qui venait d'obtenir ses papiers. Elle leur offrait ce qu'elle aurait voulu recevoir, un salaire décent, un contrat en bonne et due forme, du respect. « Pourquoi tu fais ça ?» demandait Samira, surprise par les conditions. « Les autres boîtes, elles payent au minimum et nous traitent comme des chiens. Parce que j'ai été à votre place et je sais ce que ça fait. » La loyauté que ces femmes développaient envers Aurélie était absolue. Elle travaillait avec un dévouement rare, recommandait l'entreprise à d'autres. Le bouche à oreille fonctionnait. 2016, l'expansion. En un an, Éclat Provençal passait de 3 à 15 employés. Aurélie ne nettoyait plus elle-même. Elle gérait, organisait, démarchait de nouveaux clients. Elle portait maintenant des tailleurs sobres achetés chez Zara, attachait ses cheveux en chignon strict, parlait avec assurance lors des rendez-vous commerciaux. Elle diversifiait les services. Nettoyage classique, mais aussi entretien d'espaces verts, petite maintenance, gestion de conciergerie pour résidence.
Elle ciblait les entreprises moyennes, celles qui cherchaient de la qualité sans payer le prix des grands groupes. Un soir de mars 2016, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle recevait un appel de Lucas Ferreira, son premier gros client. « Aurélie, j'ai une proposition. Mon cousin cherche une société de nettoyage pour son hôtel à Cassis, 300 chambres, gros contrat. Je lui ai parlé de vous. » Le cœur d'Aurélie s'emballait. « C'est énorme. Je sais pas si je peux gérer ça. Vous pouvez. Je vous connais. Vous n'allez pas laisser passer une chance pareille. » Elle ne laissait pas passer. Elle décrochait le contrat, embauchait 20 personnes supplémentaires, louait un entrepôt plus grand. L'argent commençait à rentrer sérieusement. Elle remboursait sa mère intégralement avec des intérêts. « Garde tes intérêts », disait Madeleine, les larmes aux yeux. « Je suis fière de toi. » C'était la première fois que sa mère prononçait ces mots. 2017. La transformation. Aurélie n'était plus la même femme. Physiquement d'abord, elle avait perdu du poids, portait des vêtements élégants, se maquillait légèrement. Mais surtout mentalement. Elle avait développé une intuition commerciale redoutable, une capacité à lire les gens, à anticiper leurs besoins. Elle assistait à des conférences d'entrepreneurs, réseautait sans relâche, lisait des livres de management. Le soir, elle rentrait chez elle. Elle avait loué un appartement étroit à Marseille, près du Panier, et jouait avec Léa, maintenant âgée de 3 ans. Une petite fille vive, aux yeux noirs pétillants. « Maman, pourquoi tu travailles tout le temps ?» demandait Léa un soir. « Pour qu'on ait une belle vie, ma chérie, pour qu'on soit fortes toutes les deux. On est déjà fortes. » Aurélie souriait, embrassait sa fille. Oui, elles étaient fortes. En septembre 2017, Éclat Provençal employait 120 personnes et générait un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Aurélie avait 31 ans. Elle était invitée à des événements professionnels, citée dans des articles de presse locale comme « entrepreneur de l'année ». Mais elle restait discrète, presque méfiante face à l'attention médiatique. Un nom, cependant, ne quittait jamais complètement son esprit. Christophe Delacroix. Elle suivait de loin l'actualité de Delacroix et Associés. L'entreprise avait connu des difficultés. Un investissement raté dans l'immobilier espagnol en 2015, une affaire de fraude fiscale étouffée mais qui avait écorné la réputation, des clients importants partis chez la concurrence. Les forums économiques locaux bruissaient de rumeurs. Aurélie ne ressentait pas de joie à ces nouvelles, juste une froide satisfaction. L'univers avait sa propre justice. Marseille, janvier 2018. Un matin glacial de janvier, Aurélie recevait un appel de son comptable, Monsieur Arnaud, un homme méticuleux d'une 60aine d'années. « Aurélie, j'ai une info qui pourrait vous intéresser. Delacroix & Associés est en grande difficulté. Ils cherchent à vendre certains actifs. » Le sang d'Aurélie se glaçait. « Delacroix ? Oui. Apparemment, la situation est catastrophique. Dettes accumulées, clients perdus. J'ai entendu dire qu'ils cherchaient même un repreneur pour l'ensemble de l'entreprise. » Aurélie raccrochait, le cœur battant. Elle restait immobile pendant de longues minutes, fixant le mur de son bureau. Puis elle ouvrait son ordinateur et commençait à chercher des informations. Effectivement, Delacroix & Associés était au bord de la faillite. Les articles de presse économique décrivaient une chute spectaculaire. Mauvaise gestion, arrogance face au changement du marché, scandales internes. Christophe Delacroix avait tout misé sur des projets risqués qui avaient échoué. Son empire s'effondrait. Aurélie étudiait les chiffres, les bilans publics. L'entreprise valait peut-être encore quelque chose. Les locaux surtout, ce magnifique bâtiment du Vieux-Port, avait une valeur immobilière considérable. Mais il faudrait des capitaux importants pour racheter, assainir, restructurer. Elle passait les semaines suivantes à élaborer un plan. Elle consultait des avocats d'affaires, des experts financiers. Elle sollicitait des prêts bancaires, cette fois avec succès. Éclat Provençal avait maintenant une réputation solide. Elle contactait des investisseurs privés. « Pourquoi vous voulez acheter cette entreprise ?» demandait l'un d'eux, un homme d'affaires lyonnais. « C'est un cadavre. » « Parce que les cadavres peuvent être recyclés.
répondait Aurélie avec un sourire énigmatique, et parce que j'ai des raisons personnelles. Mars 2018. L'offre de rachat était prête. Aurélie la soumettait officiellement par l'intermédiaire de son avocat. La somme proposée était juste, ni trop basse pour être insultante, ni trop haute pour paraître suspecte. Elle rachetait les locaux, le nom, les quelques contrats encore actifs, et proposait de reprendre 15 des employés restants. La réponse arrivait 2 semaines plus tard. Offre acceptée. Le 15 avril 2018, Aurélie Moreau signait les papiers. Elle était désormais propriétaire de l'entreprise qu'il avait détruite 4 ans plus tôt. Elle ne ressentait pas de triomphe, juste une sensation étrange, un mélange de satisfaction et de vide. La vengeance, réalisait-elle, avait un goût fade. Mai 2018, la confrontation Christophe Delacroix avait perdu tout. Son entreprise, sa fortune, sa maison à Cassis, sa voiture de luxe. Sa femme Isabelle était partie avec un notaire plus jeune, emportant ce qui restait de leur compte bancaire commun. Il vivait maintenant dans un studio miteux à Aubagne, survivant grâce à quelques missions de consulting sporadiques. À 56 ans, il ressemblait à un homme de 70. Cheveux blancs, dos voûté, regard éteint. L'arrogance avait disparu, remplacée par une amertume profonde. Un matin de mai, il recevait une invitation officielle pour la réception inaugurale de la nouvelle direction de Delacroix & Associés, rebaptisée Delacroix Éclat Provençal. L'invitation était signée Aurélie Moreau, présidente directrice générale. Ce nom ne lui disait d'abord rien. Puis, lentement, un souvenir remontait. Cette petite femme de ménage enceinte qu'il avait virée pour vol. Comment était-ce possible? Il cherchait son nom sur Internet et découvrait son parcours. L'incrédulité laissait place à l'humiliation. Il hésitait longtemps avant de décider d'aller à la réception. La curiosité, ou peut-être un besoin masochiste de voir jusqu'où il était tombé, le poussait à accepter. Le soir de la réception, il se rendait au Vieux-Port en tramway, lui qui avait conduit une Mercedes. Il montait les marches du bâtiment qu'il avait autrefois possédé, le cœur serré. Le hall avait été entièrement rénové. Les couleurs étaient plus chaudes, plus accueillantes. Des photos des employés d'Éclat Provençal couvraient un mur entier, accompagnés de citations sur la dignité du travail. Des dizaines de personnes circulaient, un verre à la main. Delacroix reconnaissait quelques anciens employés, dont Marlène Dubois, qui détournait rapidement le regard en l'apercevant, puis il la voyait. Aurélie Moreau. Elle portait un tailleur gris anthracite élégant. Ses cheveux étaient coiffés en chignon bas. Son maquillage était discret mais professionnel. À ses côtés se tenait une fillette d'environ 4 ans, aux grands yeux noirs, curieux. Aurélie le repérait immédiatement. Elle s'excusait auprès de ses interlocuteurs et s'avançait vers lui, la petite fille tenant sa main. « Monsieur Delacroix, disait-elle d'une voix neutre, je suis heureuse que vous ayez pu venir. » Il ouvrait la bouche, mais aucun son n'en sortait. « Voici ma fille, Léa. Léa, dis bonjour à monsieur Delacroix. » La fillette tendait poliment la main. « Bonjour, monsieur. » Delacroix serrait cette petite main avec une sensation d'irréalité totale. « Je ne savais pas, parvenait-il enfin à articuler, que c'était vous. Qui rachetiez? Maintenant, vous savez. » Un silence pesant s'installait. Autour d'eux, les conversations continuaient, indifférentes au drame qui se jouait. « Écoutez, » commençait Delacroix, la voix tremblante, « pour ce qui s'est passé. » « Ce qui s'est passé ?» l'interrompait Aurélie, son ton restant froid mais contrôlé. « Vous m'avez accusé de vol. Vous m'avez viré alors que j'étais enceinte. Vous avez détruit ma réputation. Vous voulez dire ça ?» Le bracelet. On l'a retrouvé 2 semaines après. Il était tombé derrière un canapé. Ma femme me l'a dit des mois plus tard. J'aurais dû vous contacter, m'excuser. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Aurélie le fixait intensément. Dans ses yeux, Delacroix voyait une dureté qu'il ne lui connaissait pas, mais aussi quelque chose d'autre. Pas de la haine, plutôt une sorte de pitié froide. « J'ai pensé à ce moment pendant 4 ans, disait-elle lentement, à ce que je vous dirais si je vous revoyais.
J'ai imaginé 100 façons de vous humilier, de vous faire payer. » Elle marquait une pause, regardait sa fille qui observait les adultes avec curiosité. « Mais vous savez quoi? Vous avez déjà payé. La vie s'en est chargée. Et moi, j'ai construit quelque chose de mieux que ce que vous aviez. » Elle sortait une enveloppe de sa poche. « J'ai une proposition à vous faire, un travail, agent d'entretien, même poste que celui que j'occupais, même salaire, même horaire. » Delacroix blêmissait. « Vous vous moquez de moi? Pas du tout, c'est une offre sincère. Vous avez besoin d'argent, j'ai besoin d'employés. Vous commencez lundi si vous voulez. » La cruauté de l'offre le frappait comme une gifle. Mais ce qui était plus dévastateur encore, c'était de réaliser qu'il n'avait pas le choix. Il avait besoin de ce travail. N'importe quel travail. « Pourquoi ?» murmurait-il. « Pourquoi me faire ça? Je ne vous fais rien. Je vous offre exactement ce que je voulais qu'on m'offre il y a 4 ans. Une chance, du travail honnête, de la dignité. C'est à vous de décider si vous la saisissez ou non. » Elle lui tendait l'enveloppe. Il la prenait d'une main tremblante. « Réfléchissez. Vous avez jusqu'à demain. » Aurélie se détournait, guidant sa fille vers un autre groupe d'invités. Delacroix restait planté là, l'enveloppe brûlant ses doigts, la tête vide. Il quittait la réception 1 heure plus tard, sans avoir parlé à personne d'autre. Dans le tramway qui le ramenait à Aubagne, il ouvrait l'enveloppe. Un contrat de travail standard. Salaire minimum. 35 heures par semaine. Début lundi 6 avril. Et une petite note manuscrite. La dignité ne se trouve pas dans la position, mais dans la façon dont on exécute son travail. Vous me l'avez appris, à votre manière. Maintenant, c'est à vous d'apprendre. A. M. Cette nuit-là, dans son studio, Christophe Delacroix pleurait pour la première fois depuis des années, des larmes de honte, de rage, mais aussi, étrangement, de soulagement. Le masque était tombé. Il n'avait plus rien à perdre. Le lundi suivant, à 6 heures du matin, il se présentait au bureau de Delacroix Éclat Provençal, vêtu d'un bleu de travail fourni par l'entreprise. La responsable du service, une femme sévère mais juste nommée Samira, lui expliquait ses tâches. « Vous commencez par les étages inférieurs. On verra plus tard si vous êtes à la hauteur. »« Oui, madame, » répondait-il docilement. Il prenait le chariot de nettoyage et commençait son travail. Chaque geste était une leçon d'humilité. Vider les poubelles, nettoyer les toilettes, passer la serpillière, les tâches qu'il avait méprisées toute sa vie. Au 8e étage, dans le bureau qui avait été le sien, Aurélie Moreau s'installait derrière le grand bureau en acajou qu'elle avait fait conserver. Elle regardait par la fenêtre la mer Méditerranée scintiller sous le soleil levant. À ses côtés, la photo encadrée de Léa lui souriait. La boucle était bouclée, mais ce n'était pas une fin. C'était un nouveau départ, pour elle. Et peut-être, d'une certaine façon, pour lui aussi. Les premières semaines de Christophe Delacroix comme agent d'entretien furent un calvaire silencieux. Chaque matin, à 5h45, il badgeait à l'entrée du bâtiment qui avait porté son nom pendant 20 ans. Le gardien, un jeune homme d'origine comorienne prénommé Ibrahim, le saluait poliment, sans savoir qui il avait été. Pour Ibrahim, Delacroix n'était qu'un nouvel employé parmi d'autres. Un homme vieillissant au dos voûté qui poussait un chariot de nettoyage. Le premier étage sentait le café et le désinfectant. Delacroix vidait les corbeilles méthodiquement, comme Samira le lui avait montré. Il nettoyait les surfaces, passait l'aspirateur, récurait les toilettes. Ses mains, autrefois manucurées et habituées à signer des contrats de millions d'euros, se couvraient d'ampoules, puis de cales. Son dos, peu habitué à ce type d'effort physique, le faisait souffrir constamment. Les autres employés du nettoyage le traitaient avec une indifférence polie. Samira, la responsable qui avait elle-même été femme de ménage pendant 15 ans avant qu'Aurélie ne la promeuve, supervisait son travail avec rigueur. Elle ne faisait pas de cadeaux. « Monsieur Delacroix, les plaintes, vous avez oublié les plaintes ?» disait-elle en inspectant une pièce qu'il venait de nettoyer. Il revenait sur ses pas, s'agenouillait difficilement et recommençait.
Pas de plainte, pas de protestation. Il avait compris que la moindre contestation serait interprétée comme de l'arrogance. Ce qui le torturait le plus, c'était de croiser d'anciens employés qui avaient travaillé sous ses ordres. Marlène Dubois, maintenant directrice administrative d'Aurélie, passait parfois dans les couloirs. Quand elle le voyait, une gêne palpable s'installait. Elle détournait le regard, pressait le pas. D'autres, comme Julien Mercier, qui avait été son bras droit commercial, le regardaient avec un mélange de stupéfaction et de schadenfreude mal dissimulé. Un matin de juillet, alors qu'il nettoyait les vitres du 5e étage, Julien s'arrêtait près de lui. « Alors, Christophe, on prend son pied ?» lançait-il avec un sourire narquois. Delacroix ne répondait pas, continuait à frotter la vitre. « C'est fou comme la roue tourne, hein ? Tu te souviens quand tu m'as viré parce que j'avais raté une vente ? Tu m'as dit que j'étais un incapable, que les faibles n'avaient pas leur place dans ton entreprise. » Delacroix s'arrêtait, se tournait lentement vers Julien. Leurs regards se croisaient. Dans les yeux de l'ancien PDG, il n'y avait plus d'arrogance, juste une fatigue infinie. « Tu avais raison, » disait-il doucement. « J'étais un salaud. » Le sourire de Julien s'effaçait. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Un malaise s'installait. « Ouais, ben... » Il haussait les épaules, ne trouvait rien d'autre à dire et s'éloignait. Août 2018. Aurélie observait tout depuis son bureau du 8e étage. Elle ne se montrait pas, ne cherchait pas à croiser Delacroix. Mais Samira lui faisait des rapports réguliers. « Il travaille bien », disait Samira un après-midi. « Il ne se plaint jamais, il arrive toujours à l'heure. Mais il a l'air tellement triste. »« Ah, c'est son problème », répondait Aurélie sèchement. Mais la nuit, seule dans son appartement, après avoir couché Léa, elle se surprenait à penser à lui. Pas avec satisfaction, plutôt avec une inquiétude sourde. Avait-elle été trop loin ? Était-elle devenue ce qu'elle avait détesté chez lui, quelqu'un qui utilisait le pouvoir pour humilier ? Elle chassait ses pensées. Il avait détruit sa vie. Il méritait ce qui lui arrivait. Septembre 2018. Un incident changeait la dynamique. Un vendredi après-midi, alors que Delacroix nettoyait les escaliers du 3e étage, il entendait des sanglots provenant des toilettes des femmes. Il hésitait. Ce n'était pas son rôle. Puis les pleurs redoublaient, désespérés. Il frappait doucement à la porte. « Mademoiselle, tout va bien ?» Les sanglots s'arrêtaient brusquement. Un long silence. Puis une voix tremblante. « Laissez-moi tranquille. Je peux appeler quelqu'un ?» La porte s'ouvrait. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, employée récemment embauchée au service comptabilité, apparaissait. Ses yeux étaient rougis. Son mascara coulait sur ses joues. « Je peux pas le faire », murmurait-elle. « Je suis nulle. Je vais me faire virer. Je vais tout perdre. » Delacroix reconnaissait cette panique. Il l'avait vue tant de fois chez ses employés. Il l'avait causée même. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait une erreur dans un dossier. Une grosse erreur. Madame Moreau va me virer. J'ai besoin de ce travail. J'ai des dettes. Mes parents comptent sur moi. » Elle recommençait à pleurer. Delacroix ne savait pas quoi faire. Ses bras restaient le long de son corps, inutiles. Puis, maladroitement, il posait une main sur son épaule. « Écoutez, tout le monde fait des erreurs, même les plus grands patrons, moi le premier. » Il marquait une pause. « Madame Moreau, elle n'est pas comme certains. Elle ne vire pas les gens pour une erreur. Parlez-lui, expliquez, elle comprendra. » « Comment vous savez ça ? Parce que je l'ai vue faire. Elle est dure, mais elle est juste. » La jeune femme le regardait avec des yeux interrogateurs, puis hochait la tête. Elle s'essuyait les yeux, se recomposait tant bien que mal. « Merci, monsieur. Christophe. Appelez-moi Christophe. » Elle repartait, un peu plus droite. Delacroix restait dans le couloir, songeant à l'ironie de la situation, lui conseillant à quelqu'un de faire confiance, à Aurélie Moreau. Le lundi suivant, Samira le convoquait dans son bureau. « Madame Moreau veut vous voir. » Le cœur de Delacroix s'accélérait.
C'était la première fois qu'elle demandait à le rencontrer depuis son embauche. Il montait au 8e étage, frappait à la porte du bureau, son ancien bureau. Entrez. Aurélie était assise derrière le bureau en acajou, vêtue d'un chemisier blanc et d'une veste noire. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable. Elle le regardait sans expression particulière. « Asseyez-vous ». Delacroix s'asseyait sur le bord du fauteuil en cuir, mal à l'aise. « Sophie Garnier, de la comptabilité, m'a raconté que vous l'aviez aidé vendredi dernier. » Il ne disait rien. « Pourquoi vous avez fait ça ?» Je l'ai entendu pleurer. Je ne pouvais pas l'ignorer. Aurélie le scrutait, essayant de déchiffrer quelque chose dans son visage. « Vous avez changé. » « J'avais pas le choix. Tout le monde a le choix. Vous auriez pu rester amer, arrogant, attendre qu'on vous vire pour faute, mais vous vous êtes adapté. » Un silence inconfortable s'installait. « Pourquoi vous m'avez vraiment embauché ?» demandait finalement Delacroix. « C'était pour me punir, pour me montrer qui avait gagné ?» Aurélie se levait, s'approchait de la fenêtre. Le soleil d'août faisait briller la mer. Elle restait dos à lui. Au début, oui, je voulais que vous compreniez ce que j'avais vécu, l'humiliation, la difficulté. Elle se retournait. Mais maintenant, je sais plus trop. Peut-être que je voulais aussi vous donner ce que vous ne m'aviez jamais donné. Une chance de vous racheter. Delacroix sentait sa gorge se serrer. Je peux jamais me racheter de ce que je vous ai fait. Non, peut-être pas. Mais vous pouvez devenir quelqu'un de meilleur. C'est déjà ça. Elle retournait s'asseoir. Votre période d'essai se termine dans 2 semaines. Je vais vous garder. Mais j'ai une proposition. J'ai besoin de quelqu'un pour former les nouveaux employés du service nettoyage. Leur apprendre les normes, les techniques, l'importance du travail bien fait. Ça vous intéresse ? Delacroix la regardait, incrédule. Vous voulez que je forme des gens ? Vous connaissez maintenant le métier de l'intérieur. Et vous savez ce que c'est que de tout perdre. Ça fait de vous quelqu'un de potentiellement bon pour apprendre aux autres l'humilité et le professionnalisme. Alors, oui, sa voix était à peine audible. Oui, je veux bien. Bien. Vous commencez lundi prochain. Augmentation de salaire de 500 €. Il ouvrait la bouche pour remercier, mais elle levait la main. Sortez maintenant. J'ai du travail. 2019-2022. La reconstruction. Les années suivantes transformaient radicalement Christophe Delacroix. Son nouveau rôle de formateur lui donnait un sens qu'il n'avait jamais connu. Il enseignait aux nouvelles recrues, souvent des immigrés, des gens en réinsertion, des personnes en difficulté, non seulement les techniques de nettoyage, mais aussi la dignité du travail manuel. « C'est pas parce qu'on nettoie qu'on est moins important », disait-il lors d'une session de formation. « Sans nous, les bureaux sont sales, les entreprises ne fonctionnent pas. On est essentiel. Ne l'oubliez jamais. » Sa relation avec Aurélie restait professionnelle, distante, mais teintée d'un respect mutuel croissant. Ils ne parlaient jamais du passé directement, mais celui-ci flottait entre eux comme une ombre persistante. En 2020, la pandémie de Covid-19 frappait. Éclat-Provençal, comme beaucoup d'entreprises, était en difficulté. Aurélie refusait de licencier qui que ce soit. Elle réduisait les salaires temporairement, y compris le sien, réorganisait les équipes. Delacroix, de son propre chef, proposait de travailler sans salaire pendant 3 mois. « Je vous dois bien ça », disait-il simplement. Aurélie refusait, mais le geste ne passait pas inaperçu. L'entreprise survivait à la crise, même prospérait. En 2022, Éclat-Provençal employait 250 personnes et s'était diversifié dans la gestion immobilière et la logistique. Aurélie était reconnue comme l'une des entrepreneurs les plus innovantes de la région PACA. Des magazines économiques publiaient des articles sur son parcours qu'elle racontait avec pudeur sans jamais mentionner le nom de Delacroix. Léa, maintenant âgée de 8 ans, accompagnait parfois sa mère au bureau le mercredi. C'était une enfant vive, curieuse, qui posait 1000 questions. Un après-midi, elle croisait Delacroix dans un couloir. « Bonjour, monsieur Christophe », lançait-elle joyeusement. « Bonjour, Léa. Comment ça va à l'école ?»« Bien. J'ai eu 20 en maths. C'est très bien. Continue comme ça. »
Aurélie, qui arrivait derrière sa fille, observait l'échange. Quelque chose se déplaçait en elle. Cet homme, ce Delacroix qui l'avait détruite, jouait maintenant à cache-cache avec sa fille dans les couloirs pendant les pauses. L'absurdité de la situation la frappait parfois. Décembre 2023, un événement précipitait tout. Madeleine Moreau, la mère d'Aurélie, faisait un AVC. Elle survivait, mais gardait des séquelles importantes. À 72 ans, elle ne pouvait plus vivre seule. Aurélie la faisait venir chez elle à Marseille, réorganiser sa vie pour s'occuper d'elle et de Léa. Le stress était immense. L'entreprise demandait une attention constante. Sa mère nécessitait des soins quotidiens. Léa entrait dans l'adolescence avec ses propres défis. Aurélie commençait à craquer. Un soir de janvier 2024, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle éclatait en sanglots. La fatigue, l'épuisement émotionnel, tout débordait d'un coup. Elle posait sa tête sur le bureau, laissant les larmes couler. Un coup discret à la porte. Elle relevait brusquement la tête, s'essuyait rapidement les yeux. Entrée, c'était Delacroix. Il portait une pile de dossiers de formation. « Pardon de déranger, je venais juste déposer. » Il s'arrêtait, voyant son visage. « Vous allez bien ? » ?»« Oui, oui, laissez les dossiers là. » Mais sa voix tremblait. Delacroix hésitait sur le pas de la porte. « Madame Moreau, Aurélie, je sais que c'est pas ma place, mais si vous avez besoin de parler... » « Parler ?» Elle laissait échapper un rire amer. « À vous ? À l'homme qui a détruit ma vie ? Je sais que j'ai pas le droit, mais j'ai appris une chose ces dernières années. Parfois, c'est avec les gens qui nous ont fait du mal qu'on peut être le plus honnête, parce qu'on n'a plus rien à perdre avec eux. » Aurélie le regardait longuement, puis, comme si une digue cédait, elle parlait. « Je suis épuisée, ma mère est malade, ma fille me demande constamment pourquoi je travaille autant. L'entreprise grandit tellement vite que j'ai peur de plus pouvoir la contrôler. Et parfois, elle marquait une pause. Parfois, je me demande si tout ça valait le coup, si la vengeance m'a rendue plus heureuse. » Delacroix s'avançait lentement, s'asseyait dans le fauteuil en face du bureau. « Puis-je être honnête ?» Elle hochait la tête. « Ce que vous avez construit, c'est pas de la vengeance, c'est de la résilience. La vengeance, c'est ce que j'aurais fait à votre place, tout détruire, humilier publiquement, rendre coup pour coup. Mais vous avez créé quelque chose de beau, une entreprise qui traite les gens dignement. Vous m'avez même donné une seconde chance alors que je méritais pas. C'est pas de la vengeance, ça, c'est de la grandeur. » Aurélie sentait les larmes revenir, mais différentes cette fois. Pas de désespoir, mais de soulagement. « Pourquoi vous dites ça ? » ?»« Parce que c'est vrai. Et parce que j'ai passé les 5 dernières années à observer comment vous dirigez. Vous êtes 10 fois le patron que j'ai jamais été. Pas par arrogance ou manipulation, mais par empathie, par force. » Un long silence s'installait. Dehors, Marseille scintillait dans la nuit. « Vous savez ce qui est fou ?» murmurait Aurélie. « Pendant des années, je vous ai haï. J'ai construit tout ça en partie pour vous montrer que vous aviez eu tort. Mais maintenant, je sais plus comment je me sens. Moi non plus, je sais plus. Mais peut-être que c'est bien. Peut-être qu'on a tous les deux évolué au-delà de ce qu'on était. » Aurélie essuyait ses yeux, se redressait. « Merci d'être resté. Merci de m'avoir laissé rester. » Il se levait, déposait les dossiers sur le bureau et sortait silencieusement. Janvier 2025. La clôture. Un matin glacial de janvier, 10 ans jour pour jour après son licenciement, Aurélie organisait une cérémonie spéciale. Elle invitait tous les employés de Delacroix Éclat Provençal dans la grande salle de réunion du 8e étage. Face à 250 personnes, elle prenait la parole. « Il y a 10 ans aujourd'hui, j'ai été virée de cette entreprise. Accusée de vol, humiliée, j'étais enceinte, seule, terrifiée. » Un silence absolu régnait dans la salle. Même ceux qui connaissaient l'histoire retenaient leur souffle. J'aurais pu sombrer, j'aurais pu devenir amer, aigri, mais j'ai choisi de construire, de créer une entreprise où chaque personne compte, où la dignité n'est pas un privilège, mais un droit. Elle marquait une pause regardant l'assemblée. Son regard s'arrêtait sur Delacroix, debout au fond de la salle. Certains d'entre vous savent que Christophe Delacroix, l'ancien propriétaire de cette entreprise, travaille ici depuis plusieurs années.
C'est lui qui m'a viré il y a 10 ans. » Des murmures parcouraient la salle. Beaucoup l'ignoraient. Je l'ai embauché pour plusieurs raisons. D'abord par vengeance, je l'admets. Je voulais qu'il comprenne. Mais ensuite parce que je crois aux secondes chances. Parce que les gens peuvent changer. Parce que la vraie force, c'est pas d'écraser ceux qui nous ont fait du mal, mais de leur montrer qu'il existe une meilleure façon. Elle faisait signe à Delacroix d'approcher. Celui-ci hésitait, puis s'avançait lentement, le visage pâle. Christophe Delacroix m'a détruit il y a 10 ans, mais paradoxalement, il m'a aussi forcé à devenir plus forte, plus déterminée, meilleure. Elle se tournait vers lui. Je ne vous pardonnerai jamais complètement, mais je ne vous en veux plus. Delacroix avait les larmes aux yeux. Je suis désolé, disait-il d'une voix brisée face à toute l'assemblée. Désolé pour ce que j'ai fait, pas juste à vous, mais à tous ceux que j'ai maltraités quand j'avais le pouvoir. Je peux pas revenir en arrière, je peux juste essayer d'être meilleur. Aurélie tendait la main, il la serrait, leurs regards se croisant. Dans ce contact, toute l'histoire passait. La douleur, la colère, la rédemption, le pardon incomplet mais réel. Un tonnerre d'applaudissements éclatait dans la salle. Épilogue. Mars 2025. Léa, maintenant âgée de 10 ans, adorait venir au bureau de sa mère le samedi matin quand c'était calme. Elle explorait les couloirs, jouait à faire semblant de diriger des réunions, dessinait dans le bureau d'Aurélie. Ce samedi-là, elle apercevait Christophe dans le couloir. Il était venu récupérer des documents. « Monsieur Christophe, vous pouvez m'aider. Je dois faire un exposé sur le courage pour l'école. » Il souriait, s'agenouillait à sa hauteur. « Le courage? Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est quoi pour vous le courage ?» Delacroix réfléchissait longuement. « Le courage, c'est pas être fort tout le temps. C'est tomber et se relever. C'est admettre qu'on a eu tort. C'est accepter l'aide de ceux qu'on a blessés. Ma maman, elle est courageuse. Ta maman est la personne la plus courageuse que je connaisse. » Léa souriait, satisfaite de cette réponse. Elle retournait dans le bureau de sa mère en sautillant. Aurélie, qui avait entendu l'échange depuis son bureau, sentait une paix étrange l'envahir. Elle regardait par la fenêtre le vieux port, Notre-Dame de la Garde perchée sur sa colline, les bateaux qui glissaient sur l'eau bleue. Sur son bureau trônait un cadre photo, elle et Léa sur la plage, riant aux éclats. À côté, un autre cadre plus petit montrait une vieille photo d'elle enceinte, seule, le regard perdu. Un avant et un après. Elle se souvenait de cette jeune femme brisée sur un banc du port, il y a 10 ans. Elle aurait voulu lui dire « Tiens bon, ce n'est pas la fin, c'est le début. » Le bracelet en or et diamant qui avait tout déclenché, il avait été vendu par Isabelle Delacroix lors de son divorce. Quelqu'un l'avait racheté, peut-être l'avait offert à quelqu'un d'autre. Il existait quelque part, objet indifférent au drame qu'il avait causé. Mais Aurélie ne pensait plus à ce bracelet. Elle pensait à Léa, à son entreprise, à ses 250 employés qui avaient tous une histoire, des difficultés, des rêves. Elle pensait à Madeleine, sa mère, qui se remettait lentement dans l'appartement voisin. Elle pensait même à Delacroix, qui nettoyait encore parfois les bureaux, mais enseignait surtout aux autres la valeur du travail. La justice n'avait pas été immédiate, elle n'avait pas été spectaculaire. Elle avait été lente, douloureuse, complexe, mais elle avait été réelle. Marlène Dubois entrait dans le bureau, 2 cafés à la main. Toujours à rêvasser devant cette fenêtre, je réfléchis. À quoi? À tout le chemin parcouru, à ce que ça coûte de réussir. Marlène posait un café devant elle, s'asseyait. Et ça valait le coup? Aurélie regardait Léa qui dessinait dans un coin, Delacroix qui traversait le couloir avec sa pile de documents, la mer qui brillait au soleil, la ville qu'elle aimait malgré sa dureté. « Oui », répondait-elle simplement. « Oui, ça valait le coup, pas pour la vengeance, pas même pour le succès, mais pour avoir appris que je pouvais survivre à l'injustice, que je pouvais transformer la douleur en force, que je pouvais construire au lieu de détruire. »« Tu es devenue philosophe maintenant ?» plaisantait Marlène. « Non, juste humaine, enfin. » Elle trinquait avec leur tasse de café.
Dehors, le printemps marseillais déployait ses premières chaleurs. Les touristes commençaient à envahir le vieux port. Les pêcheurs vendaient leurs poissons en criant. La vie continuait, magnifique et terrible, juste et injuste, cruelle et généreuse. Aurélie Moreau avait 39 ans. Elle avait été détruite, s'était reconstruite, avait réussi, avait pardonné, presque. Elle était patronne d'une entreprise prospère, mère d'une enfant magnifique, fille d'une mère malade qu'elle soignait avec dévouement. Elle n'était plus la jeune femme enceinte humiliée de 2014. Elle n'était plus la vengeresse acharnée de 2018. Elle était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus complexe, de plus nuancé, de plus fort. Le soir, après avoir fermé le bureau, elle raccompagnait Léa à la maison. Dans le tramway bondé, Léa s'endormait contre son épaule. Aurélie caressait doucement ses cheveux, regardant défiler les rues de Marseille. « Je t'aime, maman », murmurait Léa dans son demi-sommeil. « Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tout. » Et c'était vrai. Plus que le succès, plus que la vengeance accomplie, plus que la justice rendue, c'était cet amour qui avait tout porté, cet amour qui l'avait empêché de sombrer quand tout s'effondrait, cet amour qui lui avait donné la force de se battre chaque jour. La boucle était bouclée, mais contrairement aux histoires simples, il n'y avait pas de fin nette, juste une continuation. La vie qui avançait, avec ses complications, ses contradictions, ses petites victoires et ses douleurs persistantes. Delacroix continuerait à travailler chez Éclat Provençal, formant des générations d'employés, essayant chaque jour d'être un peu meilleur que la veille. Aurélie continuerait à diriger son entreprise, à grandir, à faire face à de nouveaux défis. Léa grandirait, deviendrait adolescente puis adulte, portant en elle l'histoire de sa mère sans en connaître tous les détails. Et quelque part, dans un coffre-fort d'une bijouterie de Nice, le bracelet en or et diamant attendait son prochain propriétaire, ignorant qu'il avait été le catalyseur d'une histoire de chute, de rédemption et de renaissance. Marseille scintillait dans la nuit tombante. Les lumières du vieux port dansaient sur l'eau sombre. La basilique Notre-Dame de la Garde veillait sur la ville, immuable et bienveillante. Aurélie Moreau respirait profondément, serrait sa fille contre elle et souriait. Elle avait gagné. Pas contre quelqu'un, mais contre les circonstances, contre le destin, contre l'injustice. Elle avait gagné le droit d'être heureuse malgré tout. Et c'était là la plus belle des victoires. Fin. La dignité ne se trouve pas dans la position sociale, mais dans la façon dont on traverse les tempêtes. Certains se noient, d'autres apprennent à nager, et quelques-uns construisent des bateaux pour sauver ceux qui se noient encore. Journal personnel d'Aurélie Moreau, janvier 2025.